Merci Maëlys, bon week-end. Trois invités pour trois disparates. François Le Lyonnais, biographié par son collègue olympien Olivier Salon. Stéphane Temerson, réédité par Gérard Bérébi aux éditions Alia. Et Marcel Duchamp, dont l'urinoir fait littérature et archives à Beaubourg, sous le commissariat de Michel Gauthier. Poésie et ainsi de suite, par Manou Farine. Et c'est jusqu'à 16h. Olivier Salon, Gérard Bérébi, Michel Gauthier, bonjour, bienvenue à tous les trois. Michel Gauthier, vous êtes conservateur au Musée national d'art moderne au Centre Georges Pompidou et signez le commissariat de Fontaine Archives, un projet, une œuvre, une exposition de l'artiste Salah Nafif qui fait de Fontaine, de Marcel Duchamp, tout juste centenaire, l'objet de commentaires infiniment réactivés et réactivables. Gérard Bérébi, Alia, la maison d'édition que vous avez fondée il y a 35 ans maintenant, n'est pas tout à fait étrangère à l'urinoir, puisqu'elle emprunte en partie son nom à une célèbre entreprise de sanitaire. On y reviendra, mais pour l'heure, vous rééditez deux ouvrages épuisés de Stéphane Temerson, romancier, poète, cinéaste, éditeur, compositeur anglais d'origine polonaise, disparu en 1988. Bayamus et le cardinal Polatwo. Deux textes donc rejoignent votre catalogue le 4 mai prochain, au programme notamment l'application rigoureuse, parce que fantaisiste et inversement, de ce que Temerson appela la poésie sémantique. Je vous rassure, on y reviendra aussi. Science, écriture et anti-spécialisation, comme ça tombe bien, c'est aussi l'affaire de François Le Lyonnais, mathématicien, pataphysicien, joueur d'échecs, poète, peut-être dilettante, ça on le verra ensemble, et puis surtout l'autre olympien, c'est-à-dire celui qui fut avec Queneau le cofondateur de l'Oulipo, et à qui vous consacrez, Olivier Salon, éminent olympien et mathématicien vous-même, une tentative de recollement d'un puzzle biographique aux éditions Othello. Alors, petite précision, Stéphane Temerson partagea le goût de la contrainte et des jeux de langage avec Le Lyonnais, qui lui-même partagea l'obsession des échecs avec Marcel Duchamp. Et ainsi, la boucle est bouclée. Donc, retour à cette tentative de biographie, Olivier Salon, que vous abandonnez d'une certaine manière à son sujet, puisqu'elle s'appuie pour l'essentiel sur une série d'entretiens réalisés en 1976 par d'autres que vous, en vue d'une biographie qui ne verra jamais le jour, et puis finalement si, puisque la voici. Vous y ajoutez façon puzzle des extraits d'articles, poèmes, textes, quelques précisions biographiques, commentaires, postfaces, témoignages et correspondances, bref, du matériau biographique organisé, recomposé, mais duquel vous vous tenez relativement en retrait. Qu'est-ce qui imposait cette position-là, ou en tout cas, quelle position vous vous êtes choisi, vous, Olivier Salon ? Je me suis lancé petit à petit dans cette entreprise colossale qui était d'écrire la biographie de François Le Lyonnais, et je ne savais pas très bien comment la prendre, comment la proposer, comment la formuler. Et puis, ça s'est peu à peu... c'est apparu une évidence que le puzzle de la vie de Le Lyonnais, eh bien, à ce puzzle pouvait correspondre un livre puzzle, c'est-à-dire un livre qui est un montage, un patchwork de différents documents, certains dont vous venez de parler. Alors c'est vrai que les longs entretiens que l'équipe du Seuil, au premier chef desquels Jean-Marc Lévy-Leblond, disons, dirigeait cette série d'entretiens, eh bien, en 1976, ces entretiens ont été enregistrés sur bande magnétique à l'époque, et puis transcrits à la machine, puis photocopiés, puis scannés, puis mis même en ligne pour qu'on puisse en profiter, que tout le monde puisse en profiter. Mais on peut en profiter d'ailleurs, on peut en profiter, oui. Mais c'est une des raisons qui a fait que le projet de 1976 n'a pas abouti. Alors j'ai essayé de reprendre les entretiens, d'élaguer. J'ai commencé, hélas, un petit peu tard. J'ai commencé en 2006 cette enquête, et je dis un peu tard parce que François Lyonnais est mort en 1984 et qu'en 2006, beaucoup de ceux qui l'avaient approché ou de près, disons, n'étaient plus de ce monde. On y apprend que donc François Le Lyonnais fut enfant
très précoce, s'il en est, que tout ou presque semble se jouer dès ses 5 ans, parce que ça revient tout le temps, qu'il lit tout et vite, qu'il joue aux échecs très tôt, qu'il va connaître l'éblouissement des nombres très tôt aussi. On suit son rapport à la musique, à la peinture, à la poésie. La musique, ça c'est aussi très important parce que sa mère est professeure de piano, est accompagnatrice aussi d'une grande cantatrice, Félia Litvine. Et du coup, François Lyonnet est baigné par la musique, par sa mère. Il suit des cours, il dit qu'il joue très très bien, qu'on peut lui donner à 9 ans, qu'on peut lui donner toutes les sonates de Beethoven et qu'il pourrait les jouer. Ça, je ne peux pas. Il dit beaucoup de choses sur sa précocité. Alors, on suit aussi évidemment son rapport à la poésie. C'est précisément ce sur quoi on va revenir aujourd'hui. Notamment à Max Jacob d'abord, puis à Raymond Queneau ensuite, ses travaux mathématiques, son épisode de résistant, bien sûr, sa déportation, ses combinaisons et propositions oulipiennes, ses considérations sur les échecs, sur la façon dont Marcel Duchamp notamment joue aux échecs, son amour des chats, beaucoup aussi, et puis on apprend surtout une certaine théorie, disons, du disparate, ou du bonheur par le disparate, c'est même le titre de la biographie, Olivier Salon, un goût qui là aussi lui vient avant sa 5e année, décidément. Et en 77, il écrit « J'étais donc disparate avant de le savoir, et cela m'a été une source de plaisir. Un peu les plaisirs qu'éprouvent les chats quand ils se réveillent. Ils avancent les pattes de devant pour s'étirer, et ensuite les pattes de derrière. Le disparate, pour moi, c'est cela. Je m'étire dans toutes les directions. Les directions, bien sûr. Et pour vous, donc, Olivier Salon, qu'est-ce que c'est que ce disparate au masculin qui semble, au fond, chez lui, être un principe autant qu'un rapport au monde, et peut-être même un emploi du temps? Oui, disparate est d'abord un adjectif qui veut dire donc qui n'est pas pareil, donc il s'intéresse à des choses qui sont dissemblables. Alors ce mot est en principe, ce substantif est féminin, mais François Lyonnet, peut-être sur les traces de Proust, qu'il utilise aussi au masculin, se l'était un petit peu approprié. Il est l'incarnation du disparate. Et au fond, je trouve que c'est pas mal qu'il y ait un mot qui soit réservé à François Lyonnet et à cette capacité, disons, d'aller très loin. Vous l'avez dit, dans les mathématiques, très loin dans les échecs, très loin en poésie, très très loin dans l'histoire de l'art, très loin dans les nombres. Alors je dis très loin, il n'est professionnel de rien du tout de cela, et pourtant il approche les professionnels de plus haut niveau. À sa table, on déjeunait, et j'ai des photos pour ça, on déjeunait presque tous les grands maîtres internationaux des échecs. Mais pourtant, François Lyonnet est un très bon joueur, qui a même parfois battu Marcel Duchamp. Marcel Duchamp faisait partie de l'équipe de France. Mais c'est un très bon joueur. C'est curieux parce que quand il parle du jeu de Duchamp, enfin, il en dit beaucoup de bien, mais de temps en temps, il y a comme un petit surplomb quand même. Dans sa façon d'en parler. Un petit surplomb, c'est-à-dire qu'il est un petit peu étonné de la façon sage dont Duchamp joue aux échecs, alors que justement en matière artistique, Marcel Duchamp n'est pas sage du tout. En même temps, le Lyonnais dit qu'il faut être sage pour jouer aux échecs, oui, précisément. Il n'y avait absolument aucune fantaisie, c'est ce qu'il dit dans l'entretien qu'il a accordé à Ralph Romney, très traditionnel, quoi. Michel Gauthier. C'est peut-être aussi qu'au fond, j'ai envie de dire, quitte à paraître, m'exprimer à la façon d'une espèce de désublimateur, mais c'est que les échecs n'étaient pas un art pour Duchamp et que au fond la pratique des échecs pour lui il l'envisageait plutôt d'un côté professionnel. Enfin, c'est précisément quand il a pu penser qu'il n'avait plus rien à faire ou peut-être plus grand-chose sur le terrain artistique qu'il s'est mis à jouer aux échecs. Je crois qu'il y aurait une erreur fondamentale à imaginer que jouant aux échecs, Marcel Duchamp est un artiste. C'est précisément quand il ne se pense plus artiste qu'il joue aux échecs. À propos d'échecs, justement, et de recomposition, Olivier Salon, votre biographie, donc votre recomposition biographique de François Le Lyonnais se fait en respectant la structure d'un plateau d'échecs. Qu'est-ce qui a imposé une telle architecture ? Écoutez, en tant que membre de l'Oulipo, je cherchais un peu une structure à cet ouvrage. Alors on vient déjà d'évoquer l'aspect patchwork, collage, recomposition, disons. Je me suis inspiré en cela de deux biographies composées par Hans Magnus Enzensberger, et dont une qui m'a beaucoup marqué, qui est celle de Durruti, l'anarchiste espagnol,
Et c'était assez fascinant pour moi, j'ai peut-être dû le dire dès le début, si vous voulez, assez fascinant de lire une biographie composée d'extraits de journaux. Par exemple, sur Durruti, ce sont beaucoup des extraits de journaux. Et notamment, sur la mort de Durruti, il y a un chapitre qui s'appelle les 7 morts de Durruti, et où on apprend successivement toutes les hypothèses concernant la mort de Durruti, qui sort de la voiture conduite par son chauffeur et qui est abattu. Alors on croit à un moment que ce sont les communistes, puis que ce sont même les anarchistes, ou que ce sont les franquistes, ou que c'est un complot. Puis on apprend après, il y a les médecins légistes. Donc à chaque fois des extraits de journaux, on apprend que la balle a été tirée à bout portant. Alors ce serait son chauffeur peut-être. Et puis à la dernière page, enfin de ce chapitre en tout cas, on apprend qu'il avait une Arantra, une carabine qui s'appelle comme de ce nom-là, Orange, une carabine qui se déclenchait extrêmement facilement. Et en fait, en sortant de sa voiture, il trébuche sur le marchepied et il s'envoie une balle définitive. Et j'ai trouvé ça tout à fait saisissant comme approche progressive. Donc j'ai un peu repris ce modèle, disons, de puzzle. Alors ensuite, pour répondre à la question, je cherchais une forme qui correspondit, disons, à l'esprit de François Le Lyonnais. Et vu la passion des échecs de Lyonnais, qui va l'accompagner toute sa vie durant, je me suis imaginé assez naturellement, ça n'est pas du reste une structure très très contraignante. Ce n'est pas une contrainte très lourde, non. Non, une contrainte molle, comme on dit. Et donc je me suis imaginé de composer 8 chapitres, chacun subdivisé en 8 sous-chapitres, alors avec les chapitres de A en minuscule jusqu'à petit H, et puis de 1 à 8 pour les sous-chapitres. Voilà. Gérard Bérébi ? Oui, sur la biographie d'Eisenberger de Durruti, Eisenberger réussit l'exploit de constituer une biographie à partir de sources publiques, d'en faire un énorme collage. Et là où je dis que c'est un maître-livre, c'est qu'en le lisant, on en oublie complètement les sources diverses, le ton, l'écriture, le style qui varie d'une personne à l'autre, d'un journal à l'autre, et il réussit à composer cela. Et là où il a réussi dans la vie de Durruti, en donnant, comme vous le citiez, 7 versions de sa mort, et à ce jour, la version de la mort de Durruti n'est pas vraiment définitivement établie. Il y a toujours un doute et un trouble. Et là où Eisenberger a vraiment réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il en a fait un livre de collage qui fonctionne parfaitement et qui se lit comme si il était écrit par Eisenberger de bout en bout. Oui, du reste, il faudrait donner son titre, parce que puisqu'on nous sommes en train d'encenser à juste titre cet ouvrage, donc c'est un bref été de l'anarchie. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous connaissez l'une des plus étranges autobiographie qui soit, celle qu'a réalisée dans les dernières et pénibles années de sa vie l'immense artiste américain Jack Goldstein avant son suicide en 2003, et qui dans les dernières années de sa vie allait dans des bibliothèques, lisait des livres à l'envers, à la fois de fiction, des essais philosophiques en commençant par la dernière page et en remontant, et à chaque fois qu'une phrase lui plaisait, il en faisait l'abstraction. Il la reportait sur une page de papier. Et donc, sa biographie se présente uniquement à travers une série de citations prélevées sur des textes lus à l'envers pour échapper, ne pas se laisser influencer par la fiction ou la démonstration philosophique. C'est une forme de biographie absolument limite, quoi. Fiction. Justement, Olivier Salon, vous avez évidemment demandé à entendre la voix de François Le Lyonnais dans un exercice tout particulier, et c'est celui-ci. Je suis heureux de saluer, avec l'ORTF, le grand naturaliste, le professeur Harald Stumke, conservateur du musée Darwin à Mayrouville, qui se trouve de passage dans notre pays. La science, monsieur le professeur, vous doit une étude magistrale d'un nouvel ordre de mammifères, les rhinogrades. Voudriez-vous nous dire qui les a découverts ? Eh bien, c'est un Svétois, évadé pendant la Deuxième Guerre mondiale des geôles japonaises. Einar Peterson Stamquist, qui les a découverts en 1941, dans un archipel jusqu'alors inconnu des îles Ayayay dans les mers du Sud. Où situez-vous les rhinogrades dans l'échelle animale et pourquoi ce nom ?
Eh bien, ils constituent un nouvel ordre de mammifères. Leur nom, rhinograde, rappelle le développement véritablement extraordinaire de leur nez. En effet, ces nassins, comme on les appelle, qui ne comptent pas moins de 15 familles et 138 espèces, se distinguent par l'importance de leur appareil nasal, ou nasarium, comme on dit en latin. J'aimerais que vous nous disiez un mot sur les rhinogrades qui piègent et qui capturent des insectes. C'est un spectacle merveilleux que de voir l'animal, propulsé par les battements rapides de ses oreilles, filer telle une flèche au ras des prairies constellées de fleurs et chasser libellules et hexaptères. Ou, d'un brusque coup d'oreille, s'élancer dans la sûre pour joyeusement s'y ébattre avec ses congénères. François Le Lyonnais, dans ses œuvres, en interview imaginaire du professeur Harald Stunke. Stunke, pardon. Oui, prononcez-le bien, oui. Je le prononce à la je ne sais quoi d'ailleurs, dans le magazine Galactique des sciences inexactes diffusé le 1er avril 1965. Pourquoi ce choix précisément, Olivier Salon? Le Lyonnais, mais pas quelqu'un de très drôle, mais il a le sens de l'humour. Et donc, il organise le 1er avril 65, effectivement, il organise, en marge, disons, de sa série d'émissions sérieuses, il organise cette émission avec des invités fantaisistes. Et je trouve que ça correspond bien à la personnalité aussi, à la personnalité de Lyonnais, que de montrer aussi cette fausse interview très, très, très sérieuse. Ce sont des comédiens qui prennent les accents suédois ou enfin... Plusieurs cases de l'échiquier biographique Olivier Salon sont consacrées à la poésie, en 2 temps à peu près. Enfin, vraiment, je schématise. Donc, dans un premier temps, dans les pas de Max Jacob, que le Lyonnais va fréquenter assidûment à la fin des années 20 et au début des années 30. Et puis après, dans une sorte de compagnonnage avec Raymond Queneau, qu'il va rencontrer pendant la guerre, avant qu'ensemble, ils imaginent l'Oulipo. Quel poète est-ce que François Le Lyonnais peut bien être quand il rencontre Max Jacob? Parce que ça va vraiment être tout autre chose après, époque oulipienne. Il est né en 1901. Donc, déjà dans son adolescence, il lit beaucoup de poésie. Il parle énormément de poètes, de poésie française, de poésie japonaise. Il est très méthodique, très géographique celtique, dans ses entretiens. Oui. Mais il a un caractère tout à fait encyclopédique, si vous voulez. Donc, et il rencontre, finalement, dans les années 20, il rencontre Max Jacob. Alors, il est sûr, je suis persuadé, intimement convaincu, on va dire, que le Lyonnais avait lu le Cornéadé de Max Jacob, donc en 1917, et que du coup il est influencé, qu'il tente d'approcher la poésie, enfin d'écrire en tant que poète, dans ces années-là, en tout cas dès le début des années 20, qu'il tente une forme de poésie dada. Et par chance, donc, il rencontre Max Jacob, et donc, il arrive fréquemment que le Lyonnais lui montre les poèmes qu'il vient d'écrire, que Max Jacob les corrige, change un mot ici ou là, rajoute une phrase à la fin. Inversement, Max Jacob, heureusement nous avons quelques traces, Max Jacob compose des poèmes sur des bouts de papier qu'il donne directement à François Le Lyonnais. Il a écrit à mon ami François, ceci en tout bien tout honneur, je le précise tout de suite. Alors, un petit saut dans le temps, si on en vient donc à la période oulipienne à proprement parler et à son lien avec Queneau. Avec lui, il va notamment imaginer, alors des tas de choses, ils vont écrire ensemble, ils vont évidemment réfléchir ensemble, et avec évidemment leurs collègues oulipiens, mais il va notamment imaginer ce qu'il appelle des tentatives à la limite, par exemple un sonnet sans verbe, adjectif ni substantif, ou la recherche du plus petit nombre de mots capables de former un poème valable. Et ça va donner par exemple un poème composé d'un seul mot, en l'occurrence Fenouil, par exemple. Ah bah oui, mais prenez un petit peu d'inspiration. Pardon, Fenouil, je le dis solennellement. Oui. Ou un poème à une seule lettre,
T, en l'occurrence. La réduction d'un poème à en 1957. Voilà. Oui. Ce qui donnera lieu d'ailleurs à cette conversation en août 61 lors d'une réunion de l'Oulipo, où le Lyonnais explique sur la question de l'arbitraire de cette réduction à une seule lettre. Ce problème m'a longtemps torturé. Nous devons considérer qu'il existe des poèmes à forte potentialité, d'autres à faible potentialité. Je crois qu'il n'est pas sans intérêt de signaler des cas d'une littérature potentielle de peu d'avenir, de marquer les chemins qui ne mèneront pas bien loin. Quels pourraient être justement les enjeux de tels poèmes, de telles tentatives, et au fond, en quoi est-ce que ça peut nous éclairer véritablement sur ce qu'il cherchait, et dans le potentiel, et dans le poème? Oui, mais je pense que la question de Le Lyonnais est une question très très intéressante. Combien de mots minimum sont nécessaires à un poème pour précisément pouvoir être qualifié de poème? Valable. Voilà. De poème valable. De poème valable, oui. Donc c'est une réflexion qu'il entretient avec Raymond Queneau, et tout cela s'inscrit dans la logique de l'Oulipo. Donc l'Oulipo est conçu par François Le Lyonnais, proposé à Raymond Queneau et créé effectivement en 1960 par les deux amis et compères qui sont inséparables depuis leur rencontre en 1943 pendant la guerre, une rencontre à propos des mathématiques. Et comme l'Oulipo est à la recherche de structures décrites sous contraintes, sous procédures ou sous procédés littéraires, l'invention de nouvelles formes poétiques par exemple, eh bien, il était normal qu'un oulipien se penchât un peu sur les tentatives à la limite. Alors, soit la limite minimale, soit la limite maximale. Clairement, peut-être de par sa paresse de plume qu'il évoque lui-même, François Le Lyonnais était plus enclin à se diriger vers les tentatives à la limite minimale. Tandis que Georges Perec, qui va arriver un peu plus tard, en 1966, à l'Oulipo, lui, s'intéressera à des tentatives à la limite extrémale, comme la tentative d'épuisement d'un lieu parisien, où Perec s'installe pendant 3 journées de 8 heures à la terrasse d'un café et note tout ce qui se passe devant lui. Alors ça donne une liste effroyablement longue, mais enfin, on est dans la tentative maximale. Alors, le Lyonnais, pour revenir à lui, effectivement, essaye de réduire. Et réduire, est-ce qu'on peut enlever les mots porteurs de sens dans un poème? Donc, il compose ainsi le poème « Là, rien que là, toute là ». Tel est son titre. Là, rien que là, toute là. Pour moi, je trouve que c'est un très 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 beau titre. Alors, le Lyonnais explique qu'on peut procéder de manière différente, ou bien on peut juxtaposer des mots-outils, des conjonctions, des articles, des adverbes, ou bien on peut partir d'un texte déjà existant et en extraire uniquement les mots-outils en évacuant tous les mots porteurs de sens. Et c'est ainsi qu'est né le titre, là, rien que là, toute là. On peut quand même le dévoiler. Imaginons que là soit un article, ça serait là quelque chose, rien que là quelque chose, toute là quelque chose. Enfin, il s'agit de vérité. Si vous prenez la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, vous enlevez la substance même qui est vérité, vous avez ce très beau titre, là, rien que là, toute là. Voilà. Donc ça, c'était sa première grande idée. Il en est assez fier de son poème sans nom adjectif ni substantif, enfin, nom adjectif ni verbe. Et puis après, il va plus loin. Il limite, vous l'avez dit, à un seul mot, fenouil. Il limite à une seule lettre, très importante pour lui, T majuscule suivi d'un point. Ce poème, cette réduction d'un poème à une seule lettre, T, point, va donner lieu à une très très abondante glose, et je voudrais signaler la glose très 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 facétieuse de Harry Matthews, qui nous a quittés il y a quelques mois, et qui a écrit quelque chose d'admirable à propos de ce T qui serait le TSVP, dont on aurait enlevé le SVP. Bon. Et puis, il va encore plus loin dans une revue italienne qui s'appelle Il Café, que j'ai retrouvé, et c'est le seul endroit où est publié un poème dont le titre est Sur le bout de la langue. Alors, je vais essayer de réciter par cœur ce poème. Là, il faut être assez vigilant. Voilà, je vais m'arrêter là. Maintenant, graphiquement, il s'agit de 4 lignes de pointillés. Je me levai. Malgré tout, il était cocasse de voir tous ces gens entendre vos poèmes, alors que vous n'avez pas de poèmes à réciter. My Lord Archbishop, I said,
Your Excellencies, Your Graces. I made a long pause to gain time. My lords, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, hommes et femmes, enfants, j'inspirais profondément et j'ai poursuivi. Embryon, s'il y en a, spermatozoïdes appuyés au bord de vos chaises, toutes cellules vivantes, bactéries, virus, molécules de l'air et de la poussière et de l'eau, je me sens particulièrement honoré qu'il m'ait été demandé de m'adresser à vous tous, de réciter de la poésie. Mais je n'ai pas de poésie à réciter. Je n'ai pas de poésie à réciter, répétai-je, et j'ai senti soudain que ce n'était pas vrai. Ma mémoire commença à travailler, j'ai compris que quelque chose était en train de s'y former. Maintenant, il fallait gagner du temps. Je n'ai pas de poème à réciter, répétai-je, mais je peux vous donner l'instrumentation, l'orchestration et tout devient clair pour moi dès cet instant. Tout devient clair, donc. Un accent disparate, peut-être mi-polonais, mi-anglais, la voix de Stefan Temerson, lisant en 1978, c'était sur France Culture, un extrait de Bayamous. Roman paru en 1949, une sorte de roman un peu mutant, une histoire d'un homotripède, donc à troisième jambe sur roulette, un roman épuisé, réédité par vos soins, Gérard Bérébi, aux éditions Alia, dans la traduction de Gérard-Georges Lemaire, qui est Stefan Temerson en 49, c'est-à-dire précisément à ce moment-là. En 49, il avait quitté la France. Tout d'abord, il est né en Pologne en 1910. Il a fait des études de physique, des études d'architecture. C'était un scientifique. Lui aussi. Et toujours dans son travail, dans ses créations, il y a un rapport entre l'art et la science qui est permanent. Et il se lance dans diverses aventures. Il rencontre Franziska, qui était 3 ans son aîné. Il avait 19 ans. Il décide rapidement de venir en France parce que c'est là qu'il fallait être, à Paris. Et puis il y a la guerre. Ils se séparent. C'est la seule fois de leur vie où ils sont séparés. Ce qui nous vaut de très belles lettres qui ont été retrouvées par Yasha Reinhardt, la nièce de Franziska, et qui ont été publiées. Et il décide d'aller en Angleterre. Il crée une maison d'édition, Gaber Bocuse. Il publie une traduction anglaise des exercices de style de Raymond Queneau. Il est prémonitoire de tout ce que va devenir Oulipo. Il est l'inventeur de la poésie sémantique. Il a eu un échange de correspondance avec François le Lyonnais. On retrouve trace de cartes postales dans les archives de Temerson très tôt d'un rapport avec François le Lyonnais. Et puis il écrit Bayamous, qui est un livre, et là où la chose est à mon avis extrêmement réussie et passionnante, et c'est ce que j'adore le plus, c'est qu'on n'est plus dans la recherche conceptuelle, on n'est plus dans le travail technique sur le concept à faire des exercices dans un groupe restreint qui devient quasi une langue étrangère pour autrui, mais c'est une application pratique et quotidienne de ce qui est le soubassement, c'est-à-dire la recherche conceptuelle, transformée en littérature pour tout le monde. Et Temerson réussit à écrire Bayamous, qu'il commence, parce que c'est un homme entêté, à en faire une version d'abord en polonais en 1944, qu'il publie en feuilleton dans une revue polonaise d'exilés à Londres, et puis il réécrit Bayamous en anglais qu'il développe en 1949, et il est l'inventeur de ce qu'on appelle la poésie sémantique. Alors c'est là qu'on va s'arrêter une petite seconde, parce que justement c'est ce roman-là précisément qui va un peu poser les bases de ce qu'on a appelé la poésie sémantique. Alors, après je donnerai peut-être la parole à Olivier Salon, je ne sais pas si vous êtes d'accord sur ce qui vient d'être dit quant au rapport à l'Oulipo.
Attention, j'ai des preuves. Justement, sur cette poésie sémantique dont il va jeter les bases en écrivant ce roman-là, de quoi s'agit-il exactement ? C'est une technique d'amplification lexicale qui consiste dans le remplacement de tous les mots d'un texte par leur définition prise dans un dictionnaire déterminé. Par exemple, dans le chapitre 9 de Bayamus, ce chapitre s'intitule « Je sème à tout vent ». Et on reconnaît en Temerson non seulement le lecteur de dictionnaire polonais-anglais, mais aussi du dictionnaire Larousse français, où il y a cette image, et tous les gens qui ont eu des petits dictionnaires Larousse de poche, il y a cette image « Je sème à tout vent ». Et de cette manière-là, il réussit, en intégrant dans sa création littéraire des procédés conceptuels, mais qu'il transcende complètement pour raconter une histoire complètement, apparemment, loufoque. C'est-à-dire que c'est l'aventure d'un mutant. Loufoque, elle l'est, je vous le confirme. Totalement. C'est-à-dire qu'on se rapporte des absurdistes, il a eu une formation dadaïste et constructiviste, il est en plein dedans. Et quand je dis que c'est complètement loufoque, d'abord c'est éminemment drôle, et en plus, l'histoire tient la route, mais elle est entièrement fondée sur des mécaniques conceptuelles qu'il a mises au point, mais qui n'apparaissent absolument pas dans le livre. C'est-à-dire que quand on lit Bayamus, on a l'impression de lire un roman. Et c'est là où l'exercice est réussi, c'est-à-dire que... Ce qui arrive parfaitement aux Oulipiens aussi. On ne voit plus les coutures. Et il n'y a plus de discours. Oui. Enfin, un des exemples phares est la vie mode d'emploi de Georges Perec, qui est entièrement bâti sur un objet mathématique, carré gréco-latin d'ordre 10, peu importe, mais le cahier des charges de la vie mode d'emploi est inutile au lecteur pour profiter, disons, de ce grand roman ou de ces romans qui s'appellent la vie mode d'emploi. Ça n'enlève rien à Georges Perec, mais à la différence près, c'est que Temerson l'avait fait avant. Oui, il l'avait fait avant. Mais vous savez, il n'y a pas de... C'est ce qu'on appelle un plagiaire par anticipation. La seule différence, c'est que quand même Temerson était très proche de Raymond Queneau, qu'il avait publié la traduction des exercices de style en anglais dans sa maison Gaper-Bocuse. Et on a retrouvé une carte postale de François le Lyonnais après la guerre, c'est-à-dire autour de 1949, adressée à Stéphane Temerson. Stéphane Temerson a inspiré Raymond Queneau, puis Georges Perec, puis Marcel Benabou dans Marcel la conception. Benabou qui réinvente le LSD, littérature, ces mots définitionnels. Voilà, dans lequel effectivement on remplace des mots dans une phrase relativement courte, on remplace tous les mots porteurs de sens par leur définition, et on amplifie, et on peut amplifier l'amplification. Bien sûr, aussi. Et c'est Paul Brafort qui a mis à jour ces lettres qui ont été retrouvées dans les archives de Temerson. Paul Brafort que vous citez dans votre livre, et qui a fait un travail de documentation remarquable sur Stéphane Temerson et qui m'a beaucoup éclairé. Moi, je ne connaissais absolument pas Stéphane Temerson. Et j'ai découvert Stéphane Temerson il y a environ une vingtaine d'années suite à... Ce n'est pas la première fois que vous publiez. Vous avez déjà publié deux ouvrages de Temerson il y a une quinzaine d'années. Les aventures de Bottom et Wawa. Mais c'est Ralph Romney qui est présent auprès de François le Lyonnais qui m'a fait découvrir Stéphane Temerson et qui m'en a parlé d'une manière qui m'a vraiment donné envie d'aller voir de loin. C'est-à-dire que dans un premier temps, de manière très anglaise, Ralph Romney était anglais, me dit que Temerson était un homme adorable, chaleureux, polyglotte, tout ce qu'on veut, etc. Qu'il avait fait un film en Pologne, à Łódź, où il y a l'école de cinéma, qui s'intitule « Aventure d'un bon citoyen ». Et c'est un film où nous assistons aux pérégrinations de deux hommes qui bataillent pour monter une colline en portant une armoire sur leurs épaules. Et puis Roman Polanski, qui était à Łódź, à l'école de cinéma à cette époque-là, a bien longtemps après réalisé un film qui s'appelle Deux hommes et une armoire, qui semble fortement influencé par ce film de Temerson. Et Ralph Romney me dit quand même deux, trois petites choses, sachant très bien doser ses mots,
pour mieux m'exciter ou exciter ma curiosité. Il me dit que pour lui, Stéphane Temerson était une sorte de rabbin dadaïste. Évidemment, devant une telle définition, je plonge complètement et je perds toute défense. Il me dit que c'est un esprit presque talmudique, il n'en fallait pas plus pour que je me lance dans l'aventure, pour découvrir Stéphane Temerson. Qu'est-ce que vous en dites donc maintenant, Stéphane Temerson, alors finalement, rabbin dadaïste ou pas rabbin dadaïste ? C'est un rabbin dadaïste, j'assume complètement ce qu'a dit Ralph Romney. C'est-à-dire qu'on est hors de la critique littéraire, c'est la perception à travers le questionnement herméneutique qui fait qu'il a une tournure d'esprit talmudique. Et il n'y a pas besoin d'être juif, il l'est, mais on n'a pas besoin d'être juif pour être talmudique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est à l'origine de beaucoup de choses, il les mélange, il ne fait partie d'aucune chapelle et il est d'une très grande liberté. Absolument. Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine. Gérard Bérébi, votre catalogue, le catalogue Alia a 35 ans maintenant, à peu près, oui c'est ça, exactement, même 35 ans, joue à un apparent éclectisme, mais un idéal souterrain, on va y revenir si on a un petit peu de temps, de nombreux textes autour des situs, donc je pense effectivement à Ralph Romney que vous venez de citer, qui a sa part dans le catalogue Alia, je pense à vos entretiens, je pense aussi à la critique, à Nick Toshis, à Gabriel Marcus, je pense à la poésie, Byron, Léopardi, vos propres recueils, les avant-gardes, donc Larionov, Raoul Haussmann aussi, Hulzenbeck, Temerson, donc on en est à peu près à, disons, 750 ouvrages, et puis une bibliothèque qui fonctionne sur le bon voisinage, beaucoup, enfin un catalogue bibliothèque qui fonctionne sur le bon voisinage, et si on s'en tient à cette règle du bon voisinage, entre qui et qui devrait se trouver justement Stéphane Temerson ? Entre n'importe quel nom du catalogue. C'est le cas de tout ce que vous publiez ? Des fois un peu au forceps, mais ouais. C'est-à-dire que ça fonctionne comme ça, parce que c'est une chose qui est peu courante et dont on n'est pas familier. C'est-à-dire qu'il y a une liberté intrinsèque de fonctionnement. Il y a une liberté fondamentale de choix. Il y a une liberté quotidienne de mettre en avant des choses pour la seule et bonne raison que nous jugeons nécessaire de les mettre en avant. Pas plus. C'est-à-dire que ce qui est à la marge nous intéresse bien souvent, mais souvent ce qui est à la marge nous paraît important et essentiel, et on tente de le ramener au sens, et on fait entendre des voix à travers diverses époques, divers siècles, divers mouvements, divers disciplines, bien que je n'aime pas le mot, et remettre au centre tout cela, et le fait, comme vous le précisiez, que ça existe depuis 35 ans, c'est que ça répond à un besoin et à une nécessité qui n'est pas que la mienne et celle des gens qui m'accompagnent dans ce travail quotidien. Pardonnez-moi, mais qui est entré au forceps ? Moi ? Vous voulez dire vos propres livres à vous ? Vos poèmes ? Par exemple. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il rentrerait au forceps ? Parce qu'en principe, je ne devrais pas être là, puisque je suis là au service des autres. Alors, qu'est-ce qui vous a mis là ? Une question de commodité. C'est-à-dire la première tentative à l'extérieur m'a coupé la chic et l'envie de discuter avec qui que ce soit et de manière assez, sauvage. Je suis revenu avec moi, parmi moi, avec les miens. Qui est-ce qu'il y a sur votre épaule, à vous, alors, Gérard Bérébi, non pas quand vous lisez les manuscrits que vous recevez ou ceux que vous traduisez, parce qu'une bonne partie de votre catalogue passe par la traduction, mais lorsque vous écrivez, et là je parle de votre production de poète. Peut-être que ce que j'ai appris avec Temerson, mais aussi avec d'autres, c'est que d'abord on peut pas parler de poésie avec rigueur, et que l'expression poétique même est ce qui traverse et ce qui habite un individu, qu'il en ait la possibilité de le transcender et d'intégrer dans la poésie tout ce qui fait une vie, c'est-à-dire que rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Donc je peux aussi bien parler de la lune ou de la neige sur les dunes du Sahara, ou des derniers tsunamis
avec des morts empaquetés dans des sacs poubelles qui sont en train de pourrir. Et on est traversé de toutes ces choses, et en tout cas, je le suis, et donc je l'exprime. J'ai très vite vu aussi que le danger était de passer sa journée à avoir un nouveau ready-made, n'est-ce pas? Puisque si on finit par aimer ça, alors ça devient un autre système qui est aussi blâmable que celui que j'avais blâmé. Immédiatement, j'ai eu la chance de faire intervenir l'économie, c'est-à-dire doucement. Un ready-made de temps en temps, mais pas 10 par jour. C'est facile de choisir une chose qui vous plaît. Ce plaît est basé sur vos traditions, votre esprit de goût et de choses comme ça. Alors, il fallait choisir quelque chose sans goût, insipide. C'est difficile. Évidemment, je trouve que même si on peut trouver un porte-bouteille joli à regarder, c'est d'abord insipide. Nettement. Ça n'a pas de goût net, ça remplissait bien ce que je voulais que mon choix ne porte pas, ne soit pas influencé en tout cas par tout ce que je voulais démolir avant, n'est-ce pas? C'était ça la difficulté du problème. Je suis même arrivé à faire un ready-made d'un grand tableau dans un restaurant qui était signé par un autre peintre que je ne connaissais pas, complètement imbécile. Le tableau, je ne connaissais pas le peintre, et une grande décoration. Alors, par un geste de ready-made, j'ai été le signer dans l'autre coin, comprenez-vous? Ça prend la forme humoristique qui est nécessaire à la base du ready-made. Aussi, il ne faut pas en faire une chose sérieuse. Il faut que ce soit justement que la gaieté du choix intervienne. La voix de Marcel Duchamp au micro de Georges Charbonnier. On est en 1960. Ici explique notamment sur le ready-made et sur le choix d'un objet insipide, comme un porte-bouteille. Là, en l'occurrence, il parle du porte-bouteille, mais j'imagine aussi comme un urinoir, comme celui qu'il choisit et qu'il expose au Salon des Indépendants à New York. En avril 1917, il y a tout juste 100 ans, alors j'en rappelle le principe brièvement, un banal urinoir blanc, renversé à 90 degrés, portant sur son bord la signature Hermeut tracée à la peinture noire. Insipide, mais sans doute l'œuvre la plus commentée, analysée, diffusée, reproduite du XXe siècle. Et c'est ce dont prend acte l'artiste Saadane Afif, qui depuis une dizaine d'années, un petit peu moins maintenant, a entrepris de collecter des ouvrages ou des revues de toutes sortes et de toutes langues, qui comportent une reproduction de Fontaine de 1917. Pas que, mais bon, on y reviendra. Ça donne un projet monstre, en évolution permanente, dont une version est présentée à Beaubourg, au Musée national d'art moderne, et dont vous êtes, Michel Gauthier, le commissaire. Alors pardon si c'est un peu long, mais je vais essayer d'en expliquer la physionomie, parce que ça n'est pas si simple. Donc il y a Fontaine, celle qui a été reproduite en 1964 à la demande de Schwartz, et dont une édition appartient au MNAM. Ça, c'est une chose. Au mur, des pages encadrées qui sont des pages arrachées d'ouvrages sur lesquels figure l'urinoir. Et puis, d'une certaine façon, le négatif de ces pages, sous forme de bibliothèque, qui renferme ces livres désormais amputés de la dite page. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. Ce à quoi s'ajoutent des paroles de chansons directement imprimées sur le mur, commandées par Saadane Afif à différents artistes, auteurs ou musiciens, autour de Fontaine de Duchamp. Ça, c'est à peu près l'ensemble. Et encore, je suis sûre que j'en oublie. Qu'est-ce que cette obsession transformée en projet pourrait déjà dire de Saadane Afif lui-même, Michel Gauthier, lui qui par ailleurs ne se dit pas duchampien? Alors, vous avez parfaitement décrit le dispositif. Ce qui a intéressé, au fond, fondamentalement Afif dans cette histoire et qui est en harmonie profonde avec la poétique qui est la sienne, c'est qu'il était confronté, vous l'avez dit bien sûr, c'est l'œuvre la plus célèbre, un sondage a été fait auprès de professionnels européens qui ont sacré La Fontaine de Duchamp comme l'œuvre la plus importante de l'histoire du XXe siècle, mais peu importe. Cette dimension-là intéressait certes Afif, il fallait, qui est né lui en 1970, il fallait que l'œuvre fût une icône de l'histoire de l'art. Mais ce qui intéressait fondamentalement Afif dans cette pièce, c'est que voilà que nous étions face à une pièce parmi les plus célèbres, sinon la plus célèbre. Or, cette pièce, personne ne l'avait jamais vue. Voilà une pièce qui n'avait existé
pratiquement dans toute son histoire qu'à travers soit une reproduction photographique, puisque Duchamp demande à Stiglitz de prendre une photographie de l'urinoir en 1917 après qu'il a été refusé, que donc l'œuvre n'a pas été exposée. Pendant une vingtaine d'années, seule cette photographie et quelques autres, mais qu'on découvrira ultérieurement, existent de l'urinoir de Duchamp. Ensuite, Duchamp, à la fin des années 30, fait une réplique miniature dans sa boîte à valises, l'exemplaire original de l'urinoir qu'il était allé acheter chez J.L. Iron Moths, une entreprise de sanitaire. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne sait vraiment pas ce qu'il est devenu. Il n'y a aucune information là-dessus. Et ensuite, quand, après, au fond, avoir été un joueur d'échecs reconnu, il revient au gré de l'émergence des courants pop et conceptuels sur la scène internationale de l'art, le besoin se fait sentir de montrer cet objet mythique. Et là, dans un premier temps, des urinoirs vont être achetés selon la procédure du ready-made. C'est le cas en 53, c'est le cas en 1960, où un urinoir va être déboulonné du mur d'un café de Stockholm, d'un café suédois. Mais ensuite, c'est l'urinoir réacheté en 50, c'est celui qui est au musée de Philadelphie. Donc c'est un ready-made. Quand bon faussaire qu'il est, Duchamp signe sans problème. Qu'il a validé. Voilà, qu'il a validé. Et puis ensuite, en 64, Arturo Schwartz se dit non, mais c'est pas possible. Duchamp est en train de devenir la référence. Arturo Schwartz, galeriste, marchand, éditeur, italien. Duchamp est en train de devenir la référence de toute une génération d'artistes autour des mouvements pop, des mouvements conceptuels. Il faut du matériel et donc il entreprend de rééditer les ready-made de Duchamp, mais il va les rééditer comme des objets d'art tout à fait traditionnels. Comme une sculpture, oui, c'est ça. À partir de la même photographie de Stiglitz, un dessinateur industriel tire des plans et une petite boîte un petit atelier va faire cette édition. Finalement, on est face à quelque chose maintenant. L'urinoir que nous possédons dans les collections, comme la Tate, comme le SF MoMA, c'est un Rodin. Donc le destin de cette pièce, qui n'a existé qu'à travers des reproductions, qui est aussi fameuse, aussi paradigmatique dans l'histoire du XXe siècle, qui n'existe qu'à travers des reproductions, ça a forcément intéressé Afif. Pourquoi ça a intéressé Afif ? C'est parce que ça donne Afif, et c'est ça moi qui m'intéresse aussi, que j'avais essayé de mettre en valeur dans un petit ouvrage que j'ai écrit sur lui il y a quelques années, qui s'appelait Saturne et les remakes, c'est que Sadan Afif n'est pas quelqu'un qui voit dans le commentaire, la reproduction, la glose, l'interprétation, une menace pour la vie de l'œuvre, mais au contraire, il y voit une promesse de vie. D'où les chansons. Depuis 2004, dès qu'il fait une œuvre, pour que différer en quelque sorte la mort d'une œuvre, puisqu'une œuvre risque toujours de se réifier, on risque toujours d'en oublier le sens, de ne plus savoir la commenter, Afif fait écrire des textes de chansons sur ses œuvres comme des manières de cartels poétiques, de légendes, de notices poétiques. Qui dit texte de chanson dit musique, les musiques vont être écrites, qui dit musique dit concert, dit disque, dit affiche, dit... Enfin voilà, il s'agit au fond d'activer le processus reproducteur, non pas en y voyant le risque d'une mort, d'une menace de réification, mais au contraire une promesse de vie. Et c'est pour ça que La Fontaine de Duchamp a à ce point intéressé Sadan Afif. Pour autant, c'est un projet qui a une fin programmée. Oui, c'est une fin programmée. Finalement, Sadan Afif a décidé que vraisemblablement, il arrêterait à 1001. Et là, on rentre dans l'histoire de la littérature, de la fiction. Il fallait que tout ça se termine à un moment. Il pouvait pas vivre déjà 1001. On est à 800. Là, il y a 800 livres qui sont montrés dans les bibliothèques, transformés en quelque sorte en sculpture dans la salle du musée. Il va s'arrêter à 1001. Alors il y a juste un petit, si vous permettez, petit ajout dans la parfaite description que vous avez faite, c'est que dans la première salle, certes, il y a des pages arrachées à des ouvrages dans lesquels figurait une fontaine, une reproduction de la fontaine qui était consacrée à Duchamp, mais le projet d'Afif en une dizaine d'années a suscité, lui, à son tour, des commentaires, des publications. Et dans la seconde salle de l'exposition, les pages qui sont encadrées et montrées sont des pages dans lesquelles on voit la fontaine de Duchamp,
mais au gré parfois d'une mise en abîme. Ce qu'on voit, c'est la reproduction, l'œuvre d'Afif qui les reproduit, mais ces ouvrages concernent, eux, ces publications concernent, eux, Sadan Afif. Donc on est confronté à une œuvre assez étonnante où c'est littéralement, matériellement, concrètement, le commentaire sur l'œuvre qui nourrit, qui constitue le matériau de l'œuvre. Alors vous avez parlé tout à l'heure, Michel Gauthier, de ce contrepoint lyrique, de cette façon dont Sadan Afif a demandé à des gens, des auteurs, à des musiciens, des artistes, notamment Dominique Gonzalez-Forster, il y a Thomas Clair. Également, il vous a demandé à vous d'écrire une chanson, et votre chanson est imprimée sur le mur de l'exposition. Je ne vais pas vous demander de la chanter, mais c'est aussi une sorte de collage, d'accord, vous en tirez bien, dans lequel apparaissent des extraits de chansons, notamment de Sinatra, de Presley et même ça. Si je chante, c'est pour toi, oui pour toi, je t'en prie, ne pleure pas, et va sécher tes larmes. Ça ira bien comme ça, Sylvie Vartan. Si je chante, qui est une chanson qui date de 64, voilà. Comme Fly Me to the Moon par Sinatra, comme la chanson de Presley, je crois aussi, à laquelle vous vous référez dans votre chanson. Donc ces 3 chansons de 64 qui sont également l'année de la reproduction de Fontaine, de Duchamp. Bravo, parce que vous êtes la première personne à l'avoir repéré. C'est magnifique, malgré le titre Get Around 1964, mais très peu de personnes ont repéré qu'en fait tous les extraits provenaient de chansons écrites ou en tout cas enregistrées en 1964. Qu'est-ce qu'une telle chanson dit de votre propre lecture du projet, Michel Gauthier ? Et cette chanson, d'une part, elle s'inscrit, elle répond au protocole que Sadan Afif donne à chacun des auteurs qu'il sollicite à cette occasion, mais il me semble que la façon dont j'ai souhaité écrire cette chanson et la répartition entre refrain et couplet me semble rendre compte de cet objet ambivalent qui est devenu La Fontaine. Puisque, en effet, le refrain met en avant, en quelque sorte, la dimension matérielle, formelle de La Fontaine, vante les qualités de la porcelaine blanche et brillante qui est celle de La Fontaine. Donc, on exalte la dimension, en quelque sorte, sculpturale de La Fontaine, tandis que les couplets, eux, sont non seulement des ready-made, puisque ce sont des chansons déjà existantes, mais en outre, je pratique le geste qu'a pratiqué Sadan Afif en déchirant une page dans un livre, puisque moi, je déchire en quelque sorte quelques vers d'une chanson déjà écrite, et donc coexistent dans cette bien modeste et bien maladroite chanson les deux régimes sous lesquels, dorénavant, voir la sculpture, la pièce de Duchamp, le ready-made ou bien un Rodin, j'ai envie de dire. En répondant à un tel exercice, à quelle place est-ce que vous vous trouvez, Michel Gauthier ? Qui est au fond l'auteur de cette chanson ? Est-ce que c'est le commissaire ? Est-ce que c'est le critique ? Est-ce que c'est de l'ordre du commentaire ? Je crois que c'est un peu ça, mais c'est notamment le commissaire. Pourquoi un commissaire ? L'une des tâches du commissaire, c'est généralement d'écrire les cartels et les textes de salle, de donner au fond au public une version un peu lisible, abrégée de ce qu'est selon lui l'œuvre. Et imaginons que le commissaire se fasse un peu poète, souscrive à la demande de lyrisme et de poésie qui est celle de la poétique de Sadan Afif, et dès lors le cartel devient parole de chanson. C'est donc je crois que je suis vraiment dans mon rôle de commissaire d'exposition en écrivant cette chanson. Gérard Bérébi, l'ensemble de votre catalogue aurait presque pu trouver sa place dans l'exposition dont on vient de parler, à ceci près qu'il manquerait évidemment l'essentiel, c'est-à-dire l'image, puisque Alia, le nom que vous avez choisi pour votre maison d'édition, c'est entre autres, alors il y a évidemment d'autres références que celle-ci, mais c'est entre autres le nom d'une maison d'équipement de salle de bain, de sanitaire. C'est la première explication. Et donc ça n'est évidemment pas sans lien avec l'urinoir. Quelles indications est-ce qu'un tel lien pouvait donner sur votre projet à l'époque ? Donc en 82, vous placez sous le signe non seulement de Duchamp, mais de l'urinoir. J'ai appelé ma maison d'édition Alia en référence à l'urinoir Alia, dont je viens de vous offrir une carte postale réalisée par Ralph Romney. Il m'a offert un urinoir de marque Alia, et sur lequel il a déposé des traces de rouge à lèvres qu'il a demandé à une femme de se mettre du rouge à lèvres de différentes couleurs qui sont appliquées là.
Et à l'origine, il y avait bien sûr la référence à l'urinoir de Marcel Duchamp. Il y avait aussi la référence à la revue surréaliste belge de Marcel Marienne, Les Lèvres nues, où l'on voit un dessin en couverture d'un numéro où il y a une main qui tire la chasse d'eau, et c'est la Statue de la Liberté. Et il y avait une signification politique à cela, et le fait de créer une maison d'édition pour publier des livres et de l'appeler d'une marque d'urinoir, c'est-à-dire de tirer la chasse d'eau, montrait un petit peu notre approche et notre ironie par rapport à tout ça. Merci à tous les trois, Michel Gauthier, Gérard Bérébi, Olivier Salon. C'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la conclure entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à toutes et à tous. Alors, je voulais simplement ajouter, si vous le permettez, qu'il n'y a plus beaucoup de temps pour aller voir l'exposition, puisqu'elle se termine à la fin de la semaine. Donc, il ne reste que quelques jours pour aller voir l'exposition de Sadhana Fives, The Fountain Archives, au 5e étage du Centre Pompidou. Quant aux livres de Stéphane Temerson, ils ne sont pas encore sortis et vous avez tout le temps pour les acheter tant qu'ils seront disponibles. C'est l'avantage du livre par rapport à l'exposition. Moi, je voudrais ajouter, c'est sans doute sans rapport, mais malgré tout, j'ai là un poème de François Lyonnais. On n'en a pas beaucoup lu, ou alors on a lu les poèmes minimaux, mais c'est l'un des plus beaux poèmes, enfin à mes yeux, l'un des plus beaux poèmes qu'il ait écrit. Et c'est un poème sur le mot au moment où on va le coucher sur le papier. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce poème a, d'une certaine manière, timidement, disons, a eu le sort de l'original de Fontaine, justement. C'est-à-dire que ce poème, je ne l'ai trouvé nulle part en version imprimée, et simplement en 1993, dans une émission de Christine Goémé, Profil perdu, François Le Lyonnais, j'ai entendu ce poème. Mais il est lu assez rapidement. Et il y a quelques imprécisions, disons, en tout cas sur au moins trois vers, il y a une véritable imprécision. Alors du coup, je l'ai recomposé un petit peu à ma manière, et c'est ce poème reconstitué. Et donc le poème, le mot. Devine-t-il son sort, et que l'abîme de papier blanc, au-dessus de lui comme un champ de neige, souffre du creux qu'il doit remplir. Une angoisse pour se dissoudre, un nœud pour se relâcher, n'attendent que sa chute au centre d'une phrase. Il distille son agonie, il retarde l'offrande, il ne veut pas s'allier avant d'avoir été très désiré. Sa douceur est celle des cheveux blonds, il sera l'odeur de ce poème, il a décidé de mourir. Ma plume creuse sa sépulture. Bravo. Je vais vous donner un très bref passage de la fin du Cardinal Polato de Stéphane Temerson. Le roman se termine par un dictionnaire des symboles traumatiques. Et je vais vous lire très rapidement la première occurrence qui est affectueusement. Affectueusement, se comporter avec le mari de votre ami, le tuer pour gagner sa femme, tuer votre père pour avoir un commerce sexuel avec votre mère avoir un commerce sexuel avec, etc. Ça vous donne une idée des renversements de situations et de valeurs dont est empli ce roman. Une parfaite conclusion.